Le vrai problème de Sassou Nguesso, c'est son incompétence, c'est son inaptitude à gouverner. C'est ça. Et puisqu'il ne peut pas l'avouer, puisque ces mercenaires qui sont autour de lui trichent, veulent faire comprendre que non, il t'a dit qu'ils ne veulent pas effectivement pointer le problème. Ils veulent nous sortir des faux problèmes, Christian. Nous sommes 6 millions d'habitants. Que les gens qui font attention, qui lisent l'ouvrage de Sassou Nguesso, Le Manguier, le fleuve et la souris, page 17. Que dit Sassou Nguesso? Mon pays est beau. Il regorge de richesses. Il a de l'eau à profusion. Il est habité d'hommes et de femmes, disons, bourrés d'énergie, de sagesse. Il y a de l'eau à profusion. Il y a des ressources naturelles partout. 97 Christian. C'est Sassou Nguesso qui le dit à la page 17 que les gens aillent regarder. Comment peut-on dire d'un pays qu'il a tout, c'est son terme, et 28 ans après, les Congolais sont totalement démunis. Mais pourquoi, Christian? Parce que l'enjeu de M. Sassou Nguesso et la bande, disons, des malfaiteurs qui sont autour de lui, c'est l'enjeu, c'est le pouvoir. Donc, Christian, quand je dis que M. Sassou Nguesso, objectivement, macroscopiquement, est inapte à gouverner un État, tous les faits le démontrent. Il n'y a que M. Makosso et les malfaiteurs qui sont autour de lui, qui se font présenter pour l'élite, qui peuvent dire, disons, des bêtises comme telles. M. Sassou Nguesso a démontré aucun. Nous pouvons les recenser aujourd'hui. Bon, je ne veux plus répéter les mêmes choses. Les slogans de Sassou, tout le monde le connaît. Aucun n'a marché. Le dernier, c'était 2025. Vous savez, l'émergence du Congo. C'était 2025, c'était hier là. 2025, l'émergence du Congo, c'était le slogan de Sassou Nguesso. Curieusement, l'année de l'émergence, l'année où l'on tombe encore, disons, plus au fond du trou. M. Makosso n'en parle pas. Mais pour dire que ça marche, il faut qu'effectivement, ils, disons, le disent au nom de ceux qu'ils ont promis eux-mêmes. 2025, année de l'émergence du Congo. Et l'année 2025, c'est là où les pays, disons, la France, les États-Unis nous disent que non, c'est le sauve qui peut au Congo, tout le monde veut fuir le Congo, c'est des demandes. Vous voyez, ceux qui connaissent, disons, moi j'ai été dans plusieurs pays occidentaux, les Congolais, bien avant, Christian, les Congolais ne voulaient jamais rester à l'étranger. Lorsque, par exemple, Anatole Collier Makosso parle d'un bilan globalement positif sur tous les plans, et il brandit un peu, comme qui dirait, la croissance économique à 3%, à plus de 3%, alors que dans les années 92, tout le monde savait que le Congo avait une croissance économique de chiffres. Mais curieusement, 2026, 2025, il pense que ben voilà, c'est une réussite. Vous l'avez dit, Christian. Si avec un taux de croissance à 2 chiffres, le Congo et les Congolais allaient mal, et pourquoi avec 3%, disons, le Congo va bien aller? C'est tout le paradoxe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans la tête de ces gens-là. Bon, on peut trouver des excuses à M. Makosso. Il ne connaît rien d'économie et il le démontre là. Il le démontre. On comprend très bien que la campagne lancée par la DGSP, enfin Sassou Nguesso, cette campagne de terreur, on a rappelé tout à l'heure les menaces à l'encontre de la population congolaise, et donc c'est finalement la résultante de cet échec qu'on ne peut pas justifier, et on se dit, ben on fait un passage en force en intimidant les Congolais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et à quoi peut-on s'attendre finalement d'ici à mars 2026? Tout est possible, Christian. Moi, j'ai dit, parce que quand on regarde, on peut facilement dire, bon, les Congolais sont fatigués, ils ont peur, donc ils se diront, bon, par fatalisme, que ben, la nature en décidera. Christian, je dis toujours, rien n'est plus grave qu'un individu qui sait qu'il n'a plus d'issue. Rien n'est plus grave. Quand un individu, vous savez, en matière pénale, on dit faut toujours laisser un peu d'espoir, disons, aux prisonniers, par exemple. Quand on dit, oui, voilà, peut-être l'islam, parce que quand un prisonnier sait que il n'a plus de vie en dehors de la prison, il est capable de tout.
Ravi de vous compter parmi nous, mesdames, messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi R7 avec moi sur ce plateau, professeur Félix Bakunda Mpele, pour analyser la situation socio-politique économique en République du Congo à 2 mois de la prochaine élection présidentielle prévue pour le 22 mars 2026 et le climat de tension extrême marqué par les menaces du patron de la garde personnelle de Denis Sassou Nguesso envers les populations congolaises et des opposants qui pourraient contester publiquement les résultats de ce scrutin présidentiel. Nous aborderons également l'actualité internationale, notamment la pression exercée par les États-Unis sur le Groenland, non sans évoquer l'enlèvement, bien sûr, du président vénézuélien en exercice Nicolas Maduro le 3 janvier dernier par les forces spéciales américaines. Il est accusé de narcotrafic. Quel avenir pour l'ordre international? Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur R7. Bonjour, professeur. Bonjour Christian Perrin, merci pour l'invitation. Je vous en prie, diplômé des Sciences Po, enseignant-chercheur, juriste, politologue, consultant, constitutionnaliste. En tout cas, grand merci de votre disponibilité pour l'analyse de l'actualité congolaise et internationale. Professeur Félix Bakunda Mpele, vous observez la scène politique congolaise depuis de nombreuses décennies. Est-ce que l'atmosphère socio-économique et politique actuelle marquée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une crise multidimensionnelle ainsi que par les menaces à l'encontre, bien sûr, des populations congolaises à l'orée d'une élection présidentielle, vous paraît-elle étrange ou c'est une surprise pour vous? Merci pour la question, Christian Perrin. Mais permettez-moi, avant, disons, de répondre à la question, de faire un hommage à un compatriote qui nous a quittés il y a 8 jours. Je vais parler là du colonel Sukasuka que j'ai connu en 2009, qui, au-delà effectivement de son statut de militaire, puisque c'est un ancien Saint-Cyrien, était un grand intellectuel. Donc j'ai eu d'échange, le tout premier avec lui cette année, et il y a quelque chose qui m'avait marqué. Et le contexte y prête bien puisque c'est le règne des militaires chez nous. Monsieur Sukasuka faisait une nette différence. C'est un homme posé, un homme très intelligent. C'est un homme qui avait soif de la culture et je l'ai senti tout de suite. Et je ne croyais pas si bien voir et si bien remarquer que 2 ans après, il m'appelait pour me dire, écoute Félix, je fais la recherche depuis quelques années sur l'histoire du Congo pour tenter de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui au-delà du Congo, toute l'Afrique. Est-ce que vous pourriez me le préfacer? Je lui ai dit, écoute, honnêtement, mon cher Sukasuka, je n'aime pas tricher en matière intellectuelle. Pour vous donner mon avis, il faut que j'ai le document. Il me l'a envoyé et moins de 2, 3 jours après, je lui ai donné un avis favorable pour dire toute personne qui lira cet ouvrage sera très, très, très content de le préfacer. Donc, c'est OK. L'ouvrage sous l'intitulé Congo, du royaume à la République. C'est ça l'intitulé, avec un sous-intitulé L'histoire d'un échec permanent. Ça a été publié en 2012. Il a été bien vendu. Et il y a eu de très belles appréciations auprès de lui, bien sûr, qui était l'auteur de l'ouvrage, mais également beaucoup d'autres qui m'ont appelé pour me dire ça, c'est une très belle œuvre, monsieur Félix. Voilà, donc je tenais à lui rendre cet hommage parce que, voilà, il sortait de l'ordinaire. Et depuis lors, il en a sorti d'autres. Celui-là, c'était en octobre 2012, un ouvrage de 258 pages. En 2020, il en a sorti un autre, L'Afrique malade de ses militaires, un ouvrage de 223 pages, prépassé par le général Bernard Gémin, si je ne me trompe pas. Et en 2024, là, un tout dernier, il en avait d'autres, certainement, d'autres projets. Il en a sorti un autre, Gouverner autrement l'Afrique, un ouvrage toujours à l'armatan de 214 pages. Une façon de dire que nous avons perdu avec le colonel Sukasuka
un officier pas comme les autres, un officier qui faisait la différence, un homme d'une grande humanité, d'une grande culture. Et bien voilà, je tenais à lui rendre cet hommage avant donc de répondre à votre question. Merci, et on s'incline donc devant sa mémoire. Eh Paix oui. à son âme. Mais professeur, avant évidemment de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces ouvrages que vous venez de citer en parallèle avec le Congo? Qu'est-ce que le Congo pourrait en tirer, en fait? Les grandes lignes, bien entendu, ce que vous avez lu. C'est d'abord et avant tout une très grande intégrité, parce que c'est ça qui manque au Congo. C'est une très grande intégrité. Monsieur Sukasuka est irréprochable au niveau de l'éthique. Et quand vous regardez l'élite congolaise, l'élite africaine, mais principalement l'élite congolaise, ce qui fait défaut, c'est quoi? Aujourd'hui, ce n'est plus un problème, disons, de matière grise. Le Congo a tous les profils de formation, en gros. Donc, ce n'est pas ça qui fait défaut. Ce qui fait défaut, c'est l'intégrité. L'intégrité par rapport, effectivement, à l'État, par rapport à la nation, par rapport aux compatriotes, par rapport, disons, à ce qu'on a appris. Cher Christian, à quoi ça sert d'être formé si effectivement la pratique est totalement en rupture avec ce que l'on a appris ou bien ce que l'on dit? Moi, je parle là de ceux qui sont, par exemple, de ma formation, c'est-à-dire mes collègues. À quoi sert effectivement d'avoir, disons, les diplômes les plus, disons, élevés si votre pratique est totalement en contradiction avec ce que vous enseignez, avec ce que vous dites aux étudiants? C'est zéro. C'est Et un c'est là le drame. investissement nul, en fait. Tout à fait. C'est là l'un de nos drames, cher Christian. C'est là l'un de nos drames. Et d'ailleurs, on entend dire, hein, et souvent au Congo, vous entendrez ça, le ridicule ne tue pas. J'entends ça. Tout à fait. Et les gens sont Voilà. contents, sont heureux de lire. Les anti-valeurs de M. Sassou Nguesso ont, disons, se sont effectivement, disons, implantés dans toute la société. Se sont enracinés, se sont ancrés. Ce qui veut dire que la grande majorité de nos compatriotes, principalement l'élite, parce que je dis toujours, quand on dit les élites, l'élite, c'est pas les élites existent au Congo. Sauf que des élites, ce sont des élites fragiles. Voilà. Elles ont effectivement les outils, les moyens intellectuels pour faire la distinction entre le bien et le mal, entre le meilleur et en quelque sorte l'opprobre. Ils en ont les moyens. Sauf que pauvres gens, ben, ils se disent, ben, écoutez, on a le fric, on a les postes, le reste, on s'en fout. Voilà, donc j'ai déjà répété 1000 fois, on y arrivera, puisque c'est quand même la question du jour, c'est-à-dire donc la prochaine phase électorale. Elle est toujours sanctionnée en faveur de M. Sassou Nguesso par les élites. Voilà. Donc, quand je dis, mon cher Christian, que j'ai très peu de considération pour les élites congolaises, je l'assume. Parce que notre drame, ce sont ces élites-là. Monsieur Sassou Nguesso ne serait rien sans ces élites, disons, qui trichent avec leur formation, qui trichent avec leurs étudiants, qui trichent avec ce qu'ils ont appris pendant des dizaines d'années. Voilà. Mais ils s'en fichent. Voilà, c'est ça notre drame. Voilà. Donc, il était nécessaire de le dire hein, pour effectivement faire la différence entre, parce que, effectivement, je suppose que des gens comme M. Sukasuka, il y en a, mais ils sont rares, ils sont exceptionnels. Voilà, ils sont là, Et mais bien, ils sont est-ce que exceptionnels. ça se comprend avec, évidemment, tous ces diplômés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'élite congolaise à tous les niveaux, depuis les indépendances à maintenant là, que le Congo se retrouve dans l'état actuel? Est-ce que ça peut se comprendre? Il n'y a rien de magique. Tout s'explique, mon cher Christian. Je viens de dire, le drame du Congo, c'est son élite. Rappelons, cher Christian, rappelons parce qu'on l'a déjà dit 1000 fois, quand Sassou Nguesso arrive installé au pouvoir par des armées étrangères, rappelons toujours que M. Sassou Nguesso, c'est le militaire le plus diplômé de l'armée, pardon, le plus gradé de l'armée. Voilà. C'est le militaire le plus dégradé, c'est-à-dire de la même façon qu'il s'est autoproclamé président, il s'était autoproclamé général d'armée. Quel est le rôle des militaires dans une société? Et si je rends hommage à M. Sukasuka, ce n'est pas par hasard. Dans son deuxième ouvrage, je rappelle, publié en 2020, L'Afrique malade de ses militaires. Le rôle de l'armée dans le monde entier, c'est de protéger les territoires, c'est de protéger les citoyens.
Voilà M. Sassou Nguesso qui fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il va prendre des armées étrangères, pas pour protéger son territoire, mais pour détruire le territoire, pas pour protéger ses citoyens, mais pour les massacrer. Et l'élite congolaise, dans toutes ses facettes, heureusement pas toutes, mais une bonne partie de l'élite congolaise va avec M. Sassou Nguesso. Elle est derrière M. Sassou Nguesso. Ils sont là, ces gens-là. Voilà. Et il ne jure Dans le que monde, qu'en son nom. C'est curieux, c'est bizarre. Même dans leur dans le discours, on peut monde le lire. entier. Vous ne verrez, vous n'entendrez jamais un discours où on n'a pas cité Sassou Nguesso, la vision de Sassou Nguesso, selon la volonté de. C'est quand même. Et C'est c'est pour dire, des Christian, quand intellectuels. je dis que j'ai horreur de cette élite-là, que je ne la prends pas en considération, je l'assume. Rappelons que Pétain, pour avoir fait ce qui est 100 fois moins grave que ce qu'a fait Sassou Nguesso, parce que le pauvre Pétain, vous me permettez l'expression, s'est dit, ben, un instant, pour protéger les Français, peut-être qu'il valait mieux, disons, ne pas accepter le combat avec l'armée hitlérienne, l'armée de Hitler qui était très forte. Pétain a été sanctionné à mort. Il a été condamné à mort, même si on n'a pas exécuté l'ordre. Parce que De Gaulle dit qu'il avait malgré tout du respect pour lui. Monsieur Sassou Nguesso, c'est lui qui va prendre des armées étrangères, les amène dans son territoire pour massacrer ses compatriotes. Et cette élite sans gêne nous dit que ben, c'est l'homme qu'il faut. Donc, comment s'étonner, mon cher Christian, que nous soyons dans la nasse aujourd'hui, que nous soyons au fond du trou. Comme si ça ne suffisait pas, cette élite minable, ridicule, continue à nous dire que tout va bien. Il faut le dire, Christian. Ils nous disent que tout va bien, alors que c'est le sort qui paie au Congo, alors que tous les jeunes veulent quitter le Congo, alors que vous avez suivi effectivement son numéro du Figaro, dit que non, 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 les Congolais aujourd'hui battent le record de demande d'asile, disons, à Vas-y. l'étranger, en France principalement. Une petite population de 6 millions d'habitants. Voilà. Même aux Donc, États-Unis, hein, 66%, et c'est voilà, le top. C'est c'est le nous, Congo, Brazzaville. 6 petits millions d'habitants. Alors, si le Congo allait bien, pourquoi, disons, les Congolais quitteraient leur pays? Vous voyez donc le cynisme, l'inhumanité. Voilà. Hein. Ils nous disent donc devant le monde entier, tout le monde sait que le Congo va très mal, que le Congo est au fond du trou, et ils nous disent non, ça va bien. D'habitude, on appelle ça le solipsisme, mais le mot n'est pas fort, disons, pour décrire ce qu'ils sont. C'est des malades, ces gens, c'est pas Christian, vous me permettez de le dire. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, c'est vrai qu'on va revenir sur la première question, mais lorsque, par exemple, Anatole Collier-Makosso parle d'un bilan globalement positif sur tous les plans, et il brandit un peu, comme qui dirait, la croissance économique à 3%, à plus de 3%, alors que dans les années 92, tout le monde savait que le Congo avait une croissance économique de chiffres. Mais curieusement, 2026, 2025, ils pensent que ben voilà, c'est une réussite. Vous l'avez dit, Christian, si avec un taux de croissance à 2 chiffres, le Congo et les Congolais allaient mal, et pourquoi avec 3%, disons, le Congo va bien aller? C'est tout le paradoxe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans la tête de ces gens-là. Bon, on peut trouver des excuses à M. Makosso. Il ne connaît rien d'économie et il le démontre là. Il le démontre. Une petite anecdote, Christian, pour que ça serve peut-être de leçon à ce cher M. Makosso. Dans les années 70, Giscard d'Estaing se débarrasse de son premier ministre en la personne de Chirac. Et puisqu'il y avait une inimitié, disons, de haut degré entre les deux pour chercher à humilier effectivement M. Chirac, Giscard d'Estaing va prendre comme Premier ministre l'économiste le plus renommé de France, qu'il appellera lui-même, Giscard d'Estaing lui-même appellera l'économie le plus illustre de France. Raymond Barre, il le nomme Premier ministre, donc de 76 jusqu'en 81. Et pendant les 5 ans, mais effectivement, Raymond Barre, qui savait bien manier, disons, le discours et les problématiques économiques, ne cessait de dire l'économie française va bien. Et il avait comme argument principalement ben, ce que dit M. Makosso, mais avec effectivement plus de savoir dire ou de savoir-faire que M. Makosso. Et il appelait tous les économistes du monde pour dire venez me démontrer qu'effectivement l'économie française va mal. Et Raymond Barre savait les mettre effectivement, disons, à leur place pour dire ben, vous reconnaissez que l'économie française va bien. Et les Français qui souffraient, qui n'en pouvaient pas, qui voyaient effectivement, disons, le chômage croître comme sans précédent. Mais
dont la situation restait de très loin meilleure à celle des Congolais, puisque les Congolais, disons, tous les niveaux, tous les clignotants sont rouges, disons, pour résumer. On donnait, disons, une branlée, disons, jusqu'à dessein pour dire qu'on se fiche, disons, disons, de vos évaluations macroéconomiques. La France souffre, les Français souffrent. Donc, s'il y avait des élections sérieuses au Congo, eh bien, on démontrait, disons, à M. Makosso et à son chef, à son sinistre chef, que vous êtes totalement à côté de la plaque. Mais c'est pour ça que je vous dis que dans la tête de ces gens, il n'y a que le cynisme. Ils sont mieux placés pour savoir que le Congo va très, très mal. Je vous en Mais c'est prie. comme ce que vous venez d'expliquer, professeur, c'est-à-dire Ouais. au moment où il est en train de vanter, je crois, un mandat positif 2021-2026, là encore, bon, pour le dernier mandat, mais Denis Sassou Nguesso est là depuis presque 42 ans, et dans le même temps, les Congolais n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, voilà, fonctionnelle, ils n'ont pas d'emploi, c'est un chômage endémique, la jeunesse. Et vous avez voilà les pieds dans l'eau quand il pleut, vous avez la misère totale, plus de 70% de la population congolaise vit sous le seuil de pauvreté, et vous avez les réseaux routiers. Mais franchement, même un pays en guerre, je ne sais pas si ça existe comme ça. Les voiries urbaines à Pointe-Noire présentent un tableau à plusieurs facettes. Des rares routes en bon état au centre-ville. Nombreux sont en mauvais état dans les quartiers périphériques, comme ici sur l'avenue de l'Indépendance, secteur ex-Cogelo, et celle de Mariengouabi, secteur Les Unis. Des réalités qui obligent la quasi-totalité des chauffeurs à prendre des rioles étroites pour éviter ces trous béants. Ceux qui s'aventurent sont tout de suite rattrapés par la dégradation du tissu routier. Ça fait, je ne sais pas, 3 ans que ça toujours comme ça, un semblant de jeter la terre jaune après. Moindre pluie, tout est parti et puis ça se dégrade. Là, c'est de pire en pire. Mais la mairie, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle fait? C'est leur boulot, ils savent. Ils ont un service spécialisé pour ça, non? Alors, ils font quoi? Autoroute, même réalité. Les populations de Mota Carlos peinent aussi à circuler librement sur cette avenue principale qui nécessite la réhabilitation. Cette situation précaire vécue depuis des années devient un véritable cauchemar, surtout lorsqu'il pleut. Ils ont l'impression de vivre dans un monde infernal. Nous avons des sérieux problèmes ici à Mbota, surtout pour aller de l'autre côté lorsqu'il pleut. Au niveau de ce dallo qui sépare Fuchs et Mbota, la circulation s'arrête. Les gens sont portés au dos par brouette ou à califourchon. Pour ne plus revivre cette situation pénible, nous plaidons pour la construction de cette route. L'état actuel de cette voie empêche souvent les élèves d'aller à l'école lorsqu'il pleut. Nous, la population, on est dessus. Pour la route, là, vraiment, on ne sait pas. Il y a vraiment eu des accidents ici, là, des voitures qui s'arrêtent. Ce n'est pas en bon état. Parce que quand tu pleut, il y a vraiment des vagues d'eau ici. Il n'y a pas même moyen de se déplacer pour sortir. Il n'y en a pas. Et lui vient à la télé, au public, pour dire le bilan est positif. On parlerait donc de cynisme affiché. Christian, je vous dis, c'est des malades. Je pense que quand on se met à citer, on ne s'en sort pas. Il faut poser une question simple et courte. Il faut demander à M. Makosso, qu'est-ce qui va bien au Congo? Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qui marche bien au Congo en dehors du crime, en dehors du pillage, en dehors de la dette et en dehors des antivateurs? Il ne vous dira jamais rien. Qu'ils disent une seule chose, qu'est-ce qui va bien au Congo? Nous avons une histoire. Le Congo est brillé dans le domaine du sport. Depuis plusieurs jours, les tensions sont vives au sommet du football congolais. Plusieurs cartes de la sélection dénoncent publiquement les conditions jugées indignes pour l'équipe des Diables Rouges. Billets d'avion payés par les joueurs eux-mêmes, absence de bus à l'arrivée, hébergement précaire, primes impayées et le matériel insuffisant. Thierry Boufouma, la vedette de cette sélection congolaise, a même critiqué sur les réseaux sociaux le ministre des Sports, qu'il accuse de dénigrement et de mauvaise gestion. Cette mobilisation rare et collective a poussé le ministère à convoquer en urgence une réunion ce mercredi avec la fédération et les clubs. Une réunion que seul le média public Télé Congo était autorisé à couvrir. Durant cette réunion, le ministre des Sports a donné 2 jours à la fédération et au club pour lui présenter un programme de relance du football congolais. À l'origine de cette crise, une dispute entre le ministre des Sports Hugues Ngoledele et le président de la fédération Guy Blaise Mayolas. Le ministre des Sports accuse Mayolas d'avoir détourné les fonds alloués par la FIFA et la CAF. Le Congo brillait dans le domaine de la musique. Le Congo était, comme on le dit, disons, dans un certain pays d'Afrique de l'Ouest,
c'était effectivement le quartier latin de l'Afrique centrale, pour résumer. Tout ça aujourd'hui c'est perdu. Et M. Makosso a le courage de venir dire que non, le Congo va bien. De quel Congo parle-t-il? Un Congo imaginaire. Alors, professeur, donc je vous posais la question tout à l'heure si l'atmosphère actuelle, les menaces et tout ce qui va, vous paraissait étrange. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou c'est des choses dont les Congolais sont habitués finalement? Soyons honnêtes, Christian. Je pense que quand on observe notre petite histoire, on est là du même au même. Il n'y a rien de nouveau. Essayons de prendre catégorie par catégorie. Et qui se présente comme candidat du pouvoir, c'est le même. Qui n'a jamais gagné une élection parce qu'il ne peut pas en gagner. Il n'en a jamais gagné aucune. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Je ne répéterai jamais 1000 fois. Il dit lui-même que pour que les élections soient égales pour tous, il faut que le président devienne citoyen candidat quand on n'a rien ces élections. C'est Sassou Nguesso qui le dit, je l'ai dit la dernière fois que vous m'avez interviewé. La croix du 16 juin 1997, c'est lui qui le dit. Autrement dit, quand le président est au pouvoir, se présente, tout est déjà réglé d'avance. C'est Sassou Nguesso qui le dit. Que dit le président de la commission électorale, le président, disons, de la commission constitutionnelle de Sassou Nguesso, monsieur Moudoudou, le professeur Moudoudou? Il dit les autorités congolaises brillent par l'organisation des élections truquées, dont les élections sont connues d'avance. Il est aujourd'hui juge constitutionnel. Il le dit dans une revue connue par tous les, disons, tous les juristes ou les politistes. C'est la revue juridique et politique des États francophones, numéro 2 de 2011. Tout le monde peut le lire, je l'ai déjà répété 1000 fois. Mais pourtant, le professeur Moudoudou a participé à l'élaboration de la constitution du 25 octobre 2025. C'était le plan de la commission. C'est le plan de la commission électorale. C'est lui qui l'a dit. Donc, quand je dis que ces gens ne sont pas sérieux, qui se foutent, vous m'excusez, mais qui se fichent vraiment de la vie des Congolais, il le dit. Il écrit là, noir sur blanc. C'est lui qui l'écrit, c'est pas moi qui le dis. Quand vous prenez le président, disons, ce qu'on appelle le préfet chargé des affaires électorales, M. Antoine, il vous lui dit la même chose, que les élections ne sont devenues, disons, transparentes qu'à partir de 2011. Donc, monsieur, disons, il vous nous reconnaît que 2002, la présidentielle 2002, de 2009 n'avait pas été sérieuse, celle qui était sérieuse, c'est celle de 2016. Tous les Congolais, l'étranger, c'est que non, celui qui était, disons, en tête des élections, disons, de 2016, c'était le général Mokoko. Voilà. Mais, monsieur, vous nous dites que non, c'est les seuls qui sont transparentes, jusque-là. De qui, disons, se moque-t-on? Donc, je disais, quand on essaie de prendre les schémas, les différentes catégories, c'est le même candidat, c'est la même élite, c'est-à-dire, donc, effectivement, le président de la Cour suprême, c'est le même, le président de la Cour constitutionnelle, c'est M. Iloki, qui se moque des gens, qui se moque des juristes, qui se moque de sa formation. Je ne cesserai jamais de vous le dire, la Cour constitutionnelle, dans la décision du 17, dans l'avis du 17 septembre 2015, a rendu un arrêt parmi les plus imbéciles de l'histoire constitutionnelle universelle. Je sais ce que je dis. Je sais ce que j'ai dit. Je ne croyais pas si bien dit quand je le disais une fois auprès de votre confrère, M. Makosso, au cours d'une interview, disons le 20 novembre, disons 2015. Eh bien, Monsieur Debré, Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, qui ne pouvait pas parler à ce moment, une fois qu'il termine, paix à son âme, puisqu'il est décédé le 4 mars, disons, de l'année 2025, quand effectivement, disons, il termine ses fonctions, il publie un ouvrage, hein, ce que je ne pouvais pas dire. Donc, à la page 388, il explique effectivement le beau-fils de M. Sassou Nguesso, à ce moment-là, maire de la ville, vient de voir. Lui dit, je ne sais pas pourquoi il veut me rencontrer, tout, et puis, ben oui, quand il laisse le temps de parler, c'est pour lui dire que, ben, ils veulent, disons, que M. Sassou Nguesso fasse un troisième mandat. Et monsieur Jean-Louis Debré, que je connais bien, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, lui bat les pattes. Voilà, tout sauf ça, du point de vue du droit, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il le savait. Il savait qu'effectivement, c'était, je dis, une forfaiture. N'empêche que M. Iloki, docteur en droit, avec les autres qui sont là, professeurs de droit, dit-on, vont dire totalement le contraire, inexplicable. Leurs petits-enfants, s'ils font le droit, ne comprendront jamais ce que c'est que la décision du 17 septembre 2015. C'est une imbécilité, je vous le dis, je vous le répète, cher Christian. Ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. C'est inexplicable. Ce n'est pas tout. Puisque nous allons justement vers la présidentielle, la dernière de 2021. Vous savez ce qui arrive à M. Kolela. Tout à fait, oui. Tout le monde sait que M. Kolela est malade. Le 19, c'est-à-dire dans le vendredi, nous sommes 2 jours avant la présidentielle, tout le monde sait que M. Kolela est malade. Mais la Cour constitutionnelle rend sa décision et quand on pose la question, la décision de M. Iloki, M. Iloki dit que non, la Cour ne peut pas s'autosaisir. Christian, comment peut-on dire de telles imbécilités? Quand il y a une élection, la Cour constitutionnelle est en veille. Je dis bien en veille. On ne peut saisir qu'une institution qui n'est pas, disons, en veille. La Cour constitutionnelle est en veille puisque au début et à la fin de l'élection, je répète toujours, la Cour constitutionnelle regarde tout. La Cour constitutionnelle, disons, sous la langue de M. Iloki, le 6 avril 2021, dit que non, ben, on ne pouvait pas s'autosaisir, alors qu'elle est déjà en veille. Christian, c'est de l'imbécilité. C'est quoi ça? Pourquoi massacrer, disons, la formation qu'on a apprise pendant 10 ans? Pourquoi dire totalement le contraire de ce qu'on explique aux jeunes étudiants? Je vous donne un exemple pour dire à quel point c'est une imbécilité. En 2023, à Madagascar, au cours d'une manifestation des opposants, un membre de l'opposition, candidat à la présidentielle, est blessé. C'est-à-dire 100 fois moins grave que ce qu'a vécu M. Kolela. Quand il est blessé, la Cour constitutionnelle malgache décale les élections pour dire on ne peut pas organiser les élections alors qu'un des candidats vient d'être blessé. C'est moins grave que le cas, disons, de M. Kolela, puisque M. Kolela, officiellement, était atteint de Covid. Donc, il ne pouvait pas participer aux élections. Donc, il fallait décaler. La Cour constitutionnelle malgache décide effectivement de décaler la date des élections parce qu'un candidat digne de ce nom est de loin moins valable que M. Kolela, puisque M. Kolela, selon la décision de la Cour constitutionnelle elle-même, disons dans la présidentielle, l'avait déclaré comme second, officiellement donc second de M. Sassou. La Cour constitutionnelle dit non, on ne peut pas aborder cette question parce qu'on n'a pas été saisi. Donc, je ne suis pas en train de ressasser cela par hasard. C'est pour dire que le scénario est déjà écrit, Christian. Le scénario est écrit. Les prétendus opposants le savent. Les malfaiteurs qui sont autour de Sassou Nguesso, ils savent. Monsieur Oboa, quand il parle, puisqu'on va y arriver, c'est dans ce sens-là. Il sait que nous allons récidiver, nous allons faire ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire. Eh bien, à ce moment-là, il dit, si vous tentez de bouger, si vous ne nous laissez pas faire ce que nous savons faire, ce que nous ne pouvons que faire, eh bien, vous aurez affaire avec nous. Des menaces devant le monde entier, Christian. Voilà. Voilà un monsieur comme ça, qui n'a aucun statut, du point de vue de la question électorale, absolument aucun statut, qui menace. L'élite regarde. Les ambassadeurs regardent. Les Congolais qui ont le savoir, disons, regardent. C'est une menace en bonne et due forme. En droit, Christian, c'est moi qui vous le dis, en droit, ça passe pas. Voilà. C'est du chantage. Vous comprenez à ce moment-là pourquoi il y a 2-3 mois avec, disons, la sorte M. Sassou Nguesso, les gens se sont posé des questions pour savoir est-ce que c'était pour tenter effectivement de faire peur. Mais c'était bel et bien le cas. C'était pour tourner le couteau dans la plaie. M. Sassou Nguesso sait qu'il ne peut pas gagner une élection. Donc la seule chose qu'il sait faire, c'est menacer, c'est effectivement faire peur. Ben, il ne peut plus s'étonner puisque, disons, le fameux directeur de la DGSP, dans un français approximatif, il faut bien le dire, j'ai été surpris. Ça montre effectivement, je vais dire, le fait qu'ils sont aux antipodes, disons, du colonel que je viens de citer. Voilà quand même quelqu'un qui est général. C'est le remplaçant de M. Nyangambwale, c'est ça? Oui, c'est bien ça, non? Oui, dans l'apparence, oui, c'est le remplaçant du général Nyangambwala, mais après... Comme par hasard. Comme par hasard. Donc les deux ont des problèmes, disons, de français. Pour ceux qui l'ont écouté. C'est incroyable ça. Le français, c'est la langue officielle du Congo. Comment chaque fois qu'un général arrive, là, c'est pour nous sortir, disons, des âneries. C'est pour dire des bêtises. Non seulement du point de vue juridique.
Et c'est la Les autres question que je vais programmes devaient... poser, pardon, professeur, à l'invité, de savoir, est-ce que, bon, je sais qu'il est un peu bègue aussi, hein, le général Serge Boa, mais avec ses difficultés de langage, est-ce que cela pouvait évidemment le pousser à raconter du tout et n'importe quoi, psychologiquement parlant? Ou bien ce qu'il a Christian, dit était prémédité, était bien planifié, préparé. je viens de dire que pour ceux qui doutaient du fait que Sassou Nguesso voulait faire peur aux Congolais quand il est sorti sur l'affaire des bébés noirs, qui se posaient je dis non, là c'est une confirmation. Donc c'est prémédité, c'est préparé. Voilà. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est son rôle? Non, mais c'est même une Est-ce qu'il lui violation de appartient la de dire que Constitution. C'est l'article 205 de la Constitution. La violation flagrante de la Constitution. Là, il s'ingère carrément de la politique, alors que les forces de l'ordre, si on peut considérer encore qu'il fait partie des forces de l'ordre, les forces de l'ordre sont apolitiques. Christian, si j'ai bien entendu, ce monsieur, ce foutu général nous dit que gare, je le cite, aux nuisances sonores. Ceux qui vont faire des nuisances sonores, ils auront affaire à nous. Mais Christian, où va ce pays? Où va ce pays? En quoi, disons, ceux qui seraient à l'origine des nuisances sonores vont effectivement, disons, donner la compétence à M. Oboa d'intervenir? En quoi ça lui concerne? Mais encore là, on se poserait la question parce qu'il y a une période électorale officielle qui généralement est déclarée, la campagne ouverte, et pendant cette période, évidemment, les nuisances sonores sont autorisées. Mais dire que si, voilà, vous êtes, je sais pas moi, auteur de... Autorisé ou pas autorisé? Parce que si, bon, pour l'explication, la pédagogie, il y a ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public dont on dit que ça ne relève pas de l'armée, ça relève effectivement des, disons, de la gendarmerie, de la police au plus. Vous comprenez? C'est quoi? C'est la tranquillité. Donc, c'est ce qui relève effectivement des nuisances sonores, c'est la salubrité, c'est la sécurité. Vous voyez donc? Donc, quand on dit la dernière fois qu'il y a confusion des rôles, la direction générale de la sécurité présidentielle n'a rien à voir avec, disons, l'affaire, disons qu'on a dit, des bébés noirs. Ce n'est pas de sa compétence. Mais c'est le fait, c'est l'affirmation, c'est la confirmation du fait que l'État a disparu. Et quand je dis l'État a disparu, et depuis longtemps, c'est pour dire, et là nous parlons de l'autre catégorie, effectivement, de l'enjeu qui vient, s'il y a du sérieux au niveau de ceux qui se disent l'opposition, la mission principale qui est la leur, c'est de rétablir l'État. Voilà. Ceux qui aiment le Congo, l'élite probe, les prétendus opposants. Je l'ai déjà dit la dernière fois en février 2021, il n'y a qu'une seule mission, rétablir l'État. Et il faut qu'ils le disent aux Congolais. Les Congolais ne sont pas des idiots. Les Congolais ne s'écoutent pas. Quand ils disent, ben oui, on vient, mais enfin, cher Christian, l'environnement est là pour dire ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Ça s'est passé comment en Côte d'Ivoire? Ça s'est passé comment au Cameroun? Ça se passe comment là, disons, comment l'un des pays là, disons, il y a quelques jours là, disons la Guinée. La Guinée, ouais. Hein, c'est du même au même. Je vous ai dit parce que nous avons un drame, disons en Afrique. L'écrasante majorité de la population, c'est-à-dire à près de 75-80%, est jeune. Ils ne savent pas que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce qui a été vécu, disons, pendant les 3 premières décennies, c'est la même chose. Donc, ceux qui sont d'un certain âge, c'est-à-dire qui sont effectivement dans la cinquantaine, le savent. Donc, le chemin est tracé. Il n'y a, il n'y a aucun, disons, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas, disons, de chance. Non, non, non. Le chemin est tracé. Et donc, pourquoi, disons, nos compatriotes qui se disent l'opposition viennent tenir un discours, je vais dire, de marchand, disons, d'illusion? Pourquoi? Pourquoi? Vous faites allusion à ceux qui se sont prononcés pour Bien cette entendu, élection, les candidats déclarés. je me permets, puisque nous connaissons, je me permets de lui parler directement. Je prends le cas de Vivien Manangou, qui est un frère, qui est un cadet, nous connaissons très bien. Il était proche de M. Koïla en 2016.
Et quand tu poses la question de savoir, ben oui, le candidat malheureux, tu dis non, 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 ce n'est pas le candidat malheureux, c'est le candidat abusé. Autrement dit, il n'avait pas été battu, on a abusé de lui. On peut lui poser la question. Est-ce que les conditions de l'abus en 2016, aujourd'hui, n'existent pas, disons, en 2026? On peut poser cette question. C'est exactement les mêmes conditions. Donc, toutes les catégories. Vous m'avez posé la question là, je suis allé rapidement de l'une à l'autre. Donc, vous prenez donc effectivement l'environnement congolais, mais également l'environnement africain. Ce sont des élections de confirmation, ce qu'on appelle en droit constitutionnel des élections validation. On est revenu à ça. Vous prenez le Centrafrique ou la Centrafrique. Oui, là il y a quelques jours. C'était, je pense, le week-end dernier. C'est exactement la même chose. Il a cassé donc effectivement la limitation des mandats. Nous sommes là dans le même schéma. C'est l'Afrique centrale, je vous en prie. Je vous en prie. Vous me permettez de m'attarder quelques secondes? Oui, oui, je vous en prie, oui. OK. En Centrafrique, donc, c'était limité à 2 mandats. Et donc, quand, disons, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de Touadéra pour effectivement on puisse changer de constitution, la Cour constitutionnelle centrafricaine, dans une décision du 23 septembre 2022, dit c'est impossible, on ne peut pas. Le 25 octobre 2022, Touadéra envoie donc la présidente de la Cour constitutionnelle, disons, à la retraite. Et qu'est-ce qui se passe? 20 janvier 2023, vous voyez, 23 septembre 2022, la Cour constitutionnelle dit non, c'est pas possible. Le 25 octobre 2023, elle envoie la dame à la retraite. Elle, disons, il nomme, donc Touadéra nomme un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Le 20 janvier 2023, tout cela se prépare donc dans les cas de 3-4 mois. La même Cour constitutionnelle rend une décision pour dire que non, 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 on change de constitution, M. Touadéra peut donc effectivement... D'ailleurs, il n'y a plus de limitation des mandats. Christian, ça veut dire quoi? Qu'à partir de la décision du 20 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a déjà dit que non, M. Touadéra ne peut que gagner. C'est ce que ça signifie. Donc vous voyez là, pour extrapoler, c'est-à-dire dans le cas du Congo, ce que je vous dis, cher Christian, je l'avais déjà dit à votre confrère, disons, monsieur Makosso, Sir Makosso, qui va m'interroger sur la question. Je pense que ça devait être au début du mois de mars 2021, c'est-à-dire avant la présidentielle. Il me dit comment est-ce qu'il faut l'interpréter. J'ai dit, cher Sir Makosso, si la Cour constitutionnelle qui savait que, contrairement à ce que dit M. Modoudou, professeur de droit, qui dit que c'est la limitation des mandats qui a amené des problèmes partout en Afrique, alors que la limitation des mandats, c'est une conséquence du fait qu'il y avait déjà des problèmes. Vous voyez comment il inverse la situation. Professeur de droit, je vous en prie. Pendant 3 décennies, c'est des problèmes, c'est la dictature, c'est des crimes, c'est des présidents à vie. Voilà le problème qui fait qu'il y a les conférences nationales, qui fait que on se dit qu'il faut la démocratie. Donc, la limitation des mandats vient après. La limitation des mandats, c'est la conséquence du fait que pendant longtemps, on a vécu dans l'autocratie. Même si dans le cas du Congo et du Burkina Faso, dans le cas du Congo, c'est la Constitution du 8 décembre 1963. Il y avait déjà la limitation des mandats qui était retenue par la Constitution, entre guillemets, de Massamba Deba, mais elle n'a jamais été envisagée dans la mesure où personne n'était resté 5 ans au pouvoir. Voilà. Donc, elle était dans le texte, mais elle n'a jamais été appliquée. Donc, on ne peut pas dire que c'est la limitation des mandats qui entraîne des problèmes. La limitation des mandats, c'est en quelque sorte la solution qui avait été recherchée pour tenter d'en finir avec les problèmes d'autocratie. Vous voyez? Donc, je dis ceci à M. Sir Makosso. Si la Cour constitutionnelle congolaise, qui sait que la philosophie, la seule solution pour qu'il y ait alternance, c'était de respecter la limitation des mandats, et que finalement la Cour constitutionnelle décide le 17 septembre 2015 qu'il n'y a plus de limitation des mandats, ce qui veut dire qu'elle a déjà donné le OK à Sassou Nguesso pour la présidentielle. Je ne sais pas si les gens, je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr, ça nous rappelle un peu la campagne référendaire 2015 où les Thierry Mongala sont montés sur le plateau pour dire le changement de la Constitution n'avait rien à voir avec la pérennisation au pouvoir. Mais pourtant, aujourd'hui, on constate bien que c'est pour cette raison principale d'ailleurs qu'ils ont imposé... La principale, c'était la raison exclusive, il faut bien le dire exclusive. Je le dis en tant que juriste. La raison exclusive, c'était celle-là. Puisque les textes congolais, je sais ce que c'est. Vous prenez la Constitution congolaise, la première du 2 mars 1961, vous prenez celle d'aujourd'hui,
Mais les différences, c'est des différences, disons, purement superficielles. Les textes congolais, les textes africains, en gros, reproduisent le modèle français, la Ve République. Donc, il y aura quelques nuances et tout, mais c'est la même chose. Donc, le but exclusif de la décision du 17 septembre 2015, c'était de permettre à Sassou de rester, disons, indéfiniment au pouvoir, c'est-à-dire d'être un président à vie qui ne dit pas son nom. Et c'est ce qu'aujourd'hui les autres font. Donc, quand vous regardez, Christian, le pays de Bokassa, donc la Centrafrique, vient de l'institutionnaliser. Sassou Nguesso, je vous l'ai dit la dernière fois, si on a pu effectivement débloquer ce qui était bloqué, ce qui était verrouillé, ben il dit non, non, c'est 3 fois seulement, donc reconnu 2 fois. Ce qui veut dire que ça peut également changer. Donc, si la nature ne prend pas le dessus sur lui, bon, vous allez entendre là. Voilà, que, ben, parce que c'est une pathologie, les gens ne le disent pas. C'est une pathologie. Hein? Monsieur Sassou Nguesso a 82 ans. Vous prenez, disons, son voisin, disons, le Camerounais, 92 ans. On ne gère plus. Hein? Si pendant le temps, il avait effectivement tous les moyens, la nature avec lui, il n'a pu rien faire. Si, disons, au moment où il avait des moyens 3 fois, 4 fois plus importants que ceci, les moyens financiers, au point où il se permettait effectivement de devenir un distributeur de millions ou de milliards de CFA au pays, disons, africains, il n'a pas pu le faire. Ce n'est pas au moment où, disons, c'est un taux de croissance à 3% qu'il va réaliser ce qu'il n'a pas pu réaliser avec un taux de croissance à 2 chiffres, vous l'avez dit vous-même. Bien plus grave, Christian, je dis ceci. Mais, Christian, quand vous regardez, disons, l'économie congolaise, on l'avait dit, mais aujourd'hui, peut-être parce que, bon, peut-être que les Congolais sont fatigués. On a surnommé M. Sassou Nguesso le nyongologue. Mais il est plus que jamais nyongologue, c'est-à-dire l'endetteur. M. Makosso a dit dans son speech, je l'ai bien entendu, oui, les spécialistes me reprocheront peut-être de faire un peu la cavalerie, c'est quoi? C'est aller s'endetter pour payer d'autres dettes. Tu comprends? Tu es endetté, tu n'as pas de moyens, tu fais quoi? Pour ne pas être effectivement au niveau d'un pour être interdit bancaire, tu fais quoi? Je vais aller m'endetter un peu plus, disons, pour payer la dette. Et ceux qui regardent le budget congolais se rendent compte que le chapitre, la dette, c'est-à-dire de l'emprunt, de la dette que le Congo doit payer, est de très loin supérieur, disons, au chapitre, effectivement, disons, l'éducation et la santé. Oui, mais c'est là tout le problème. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement ce cycle de surendettement chronique du Congo malgré ses ressources? Et sous Sassou Nguesso, c'est toujours voilà, les dettes, surendettement, dettes payées, et c'est la crise en permanence. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Christian, les économistes vous diront que la dette en soi n'est pas une mauvaise chose. Certains iront même plus loin. Ils vous diront l'État le plus puissant au monde, c'est-à-dire les États-Unis, c'est l'État le plus endetté au monde. Donc, le principe au niveau de la dette. Mais c'est la cause de la dette. Comment peut-on expliquer la dette du Congo? Puisque toutes les... Généralement, le raccourci, on dit que les clignotants sont au rouge. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Et voyons comment est-ce qu'on a basculé, disons, dans la dette, Christian. Les années 80. Les années 80. Juste là, le Congo a vécu tant bien que mal dans des difficultés, mais sans endettement. Sassou Nguesso arrive au pouvoir dans des conditions que nous connaissons en 1972. Et on a pour une première fois, de recettes, disons, pétrolières sans précédent. 82. Christian. Eh bien, la période de recettes sans précédent de pétrole se confond avec la faillite de l'État. Allez-y comprendre, Christian. Qu'est-ce qui peut faire que le Congo a beaucoup plus d'argent dans cette période, curieusement, qu'il commence à s'endetter et qu'il a c'est à ce moment-là qu'effectivement, disons, on bascule dans la banqueroute, que l'on s'endette, que l'on fait intervenir le Fonds monétaire. L'année 85, j'étais là. On essaye tout, non, ce n'est plus ça, non, ce n'est plus seulement le pass 85, 86, pass renforcé. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Donc, Christian, quand je dis que M. Sassou Nguesso, objectivement, macroscopiquement, est inapte à gouverner un État, tous les faits le démontrent. Il n'y a que M. Makosso et les malfaiteurs qui sont autour de lui, qui sont présentés pour l'élite, qui peuvent dire, disons, des bêtises comme telles. M. Sassou Nguesso a démontré aucun. Nous pouvons les recenser aujourd'hui. Bon, je ne veux plus répéter les mêmes choses. Les slogans de Sassou, tout le monde le connaît. Aucun n'a marché.
Le dernier, c'était 2025. Vous savez, l'émergence du Congo. C'était 2025, c'était hier là. 2025, l'émergence du Congo, c'était le slogan de Sassou Nguesso. Curieusement, l'année de l'émergence, l'année où l'on tombe encore, disons, plus au fond du trou. M. Makosso n'en parle pas. Mais pour dire que ça marche, il faut qu'effectivement, ils, disons, le disent au nom de ceux qu'ils ont promis eux-mêmes. 2025, année de l'émergence du Congo. Et l'année 2025, c'est là où les pays, disons, la France, les États-Unis nous disent que non, 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 c'est le sauve qui peut au Congo, tout le monde veut fuir le Congo, c'est des demandes. Vous voyez, ceux qui connaissent, disons, moi j'ai été dans plusieurs pays occidentaux, les Congolais, bien avant, Christian, les Congolais ne voulaient jamais rester à l'étranger. De toute façon, quand on est bien chez soi, on ne peut pas chercher à aller ailleurs. Monsieur Makosso peut-il expliquer pourquoi, alors que le Congo est émergent, les Congolais quittent un pays émergent? Oui, ben, professeur, on comprend très bien que la campagne lancée par la DGSP, bon, enfin Sassou Nguesso, cette campagne de terreur, on a rappelé tout à l'heure les menaces à l'encontre de la population congolaise, et donc c'est finalement la résultante de cet échec qu'on ne peut pas justifier, et on se dit, ben, on fait un passage en force en intimidant les Congolais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et à quoi peut-on s'attendre finalement d'ici à mars 2026? Tout est possible, Christian. Moi, j'ai dit, parce que quand on regarde, on peut facilement dire, bon, les Congolais sont fatigués, ils ont peur, ben donc ils se diront, bon, par fatalisme, que ben, la nature en décidera. Christian, je dis toujours, rien n'est plus grave qu'un individu qui sait qu'il n'a plus d'issue. Rien n'est plus grave. Quand un individu, vous savez, en matière pénale, on dit faut toujours laisser un peu d'espoir, disons, aux prisonniers, par exemple. Quand on dit, oui, voilà, peut-être l'histoire, parce que quand un prisonnier sait que il n'a plus de vie en dehors de la prison, il est capable de tout. Voilà, il est capable de tout. Il est même capable de dire, je vais me suicider, mais je me suicide, disons, sur le coup d'un gardien de prison. Ou bien, ben, je bombarde et puis on va. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, je dis, il faut faire attention. Quand vous mettez les gens dans une situation, ils n'ont plus rien à perdre. Oui, ils se disent que nous sommes des morts vivants. Ces gens-là sont capables de tout. C'est ce qui s'appelle le seuil de souffrance. Donc ça, personne ne peut le prévoir. Deuxième élément, y compris au niveau disons, au sein du pouvoir lui-même. Christian, je pense que ce n'est pas un scoop quand je dis que ces gens savent eux-mêmes que non, ils ont échoué à tout. Ils ont échoué à tout. Quand M. Sassou Nguesso fait des menaces, ce n'est pas uniquement, disons, au niveau de la population de nos pauvres compatriotes. C'est y compris à ceux qui sont autour de lui. M. Sassou Nguesso, c'est celui qui sort cette phrase que je vous ai déjà rappelée 1000 fois. Le rat qui te range l'orteil est sous ton lit. C'est la parano. Mais ça veut dire qu'il est habité par ça. Il se dit que ça peut venir n'importe où. Sa dernière sortie à l'occasion de l'affaire des bébés noirs également, il y a quelque chose qui ressort. En septembre dernier, là, oui. Voilà. Quand M. Sassou Nguesso fait cette menace, la menace n'est pas seulement adressée, disons, aux bébés noirs. Ce climat de terreur, c'est un climat qu'il veut effectivement, disons, généraliser, y compris à ses éventuels concurrents qui ne disent pas le non. C'est ça, Christian. C'est à tout le monde qui s'adresse. Mais il sort une autre phrase qui en dit long. Il dit de la fameuse DGSP que c'est le corps le mieux muni, le mieux préparé. Autrement dit, l'armée est secondaire. Christian, regardez, quand vous regardez, disons, tous les pays où, disons, c'est à peu près le même phénomène. Il y a un corps d'élite qui est en fait une milice du président. La DGSP, c'est la milice de Sassou Nguesso. Et je suis sûr que si on gratte, on se rendra compte que 9,9 sur 10 sont des gens, disons, de sa communauté. Oui, il y a une liste d'ailleurs qui circule sur la toile. On a bien vu comment est structurée cette unité. Quand on sait comment il fonctionne, je suis sûr que c'est cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le départ, sachant qu'il n'a pas gagné l'élection, qu'il n'en gagnera jamais, il s'est dit, c'est par la force et par la force que je garderai ce pouvoir. Et chaque jour, parce que l'on peut se poser la question de savoir, Christian, je dis toujours,
Parce que je vois souvent les gens qui se perdent là, des trucs de tribalisme. Je dis, mais un instant, ce n'est pas là le problème essentiel du Congo. Christian, si M. Sassou Nguesso avait nommé comme membre du gouvernement les seuls membres de sa famille, mais que c'était des gens compétents, les Congolais, vous m'excusez l'expression, s'en foutraient. Ils se diraient, ben écoutez, nous mangeons bien, nous avons l'eau, nous avons la santé, tout. Le reste, c'est des problèmes des élites qui veulent se partager le pouvoir. Donc, sous le couvert du tribalisme et tout, je ne cesse de le répéter, M. Sassou Nguesso veut embrouiller les Congolais, leur faire comprendre que le problème important, c'est le tribalisme, le régionalisme. Non! Le vrai problème de Sassou Nguesso, c'est son incompétence, c'est son inaptitude à gouverner. C'est ça. Et puisqu'il ne peut pas l'avouer, puisque ces mercenaires qui sont autour de lui trichent, veulent faire comprendre que non, il t'a dit qu'ils ne veulent pas effectivement pointer le problème. Ils veulent nous sortir des faux problèmes, Christian. Nous sommes 6 millions d'habitants. Que les gens qui font attention, qui lisent l'ouvrage de Sassou Nguesso, Le Mangué, le fleuve et la souris, page 17, que dit Sassou Nguesso? Mon pays est beau, il regorge de richesses, il a de l'eau à profusion, il est habité d'hommes et de femmes, disons, bourrés d'énergie, de sagesse, il y a de l'eau à profusion, il y a des ressources naturelles partout. 97, c'est Christian. C'est Sassou Nguesso qui le dit à la page 17 que les gens aillent regarder. Comment peut-on dire d'un pays qu'il a tout, c'est son terme, et 28 ans après, les Congolais sont totalement démunis. Mais pourquoi, Christian? Parce que l'enjeu de M. Sassou Nguesso et la bande, disons, des malfaiteurs qui sont autour de lui, c'est l'enjeu, c'est le pouvoir. Professeur, nous allons vers une nouvelle, la prochaine élection présidentielle. Tout à l'heure, vous avez rappelé le discours de Denis Sassou, ses propos tenus d'ailleurs devant les élèves, et le contexte d'abord n'était pas, le milieu, il faut le dire, n'était pas approprié. Et lorsqu'il insiste que la DGSP, c'est l'unité la mieux formée, la mieux équipée, professionnelle, autre. Vous avez dit qu'il a envoyé un message. Est-ce dire qu'il a envoyé ce message vers les forces armées, c'est-à-dire l'armée congolaise, la gendarmerie, la police, pour tous ceux qui, certainement, pourraient s'opposer à ce que la DGSP est en train de faire aujourd'hui, parce que, comme disait quelqu'un, finalement, la police n'existe plus, la gendarmerie, et ben voilà, toutes ces unités ont disparu. La loi, c'est Serge Boa. Donc, en fait, c'était déjà planifié pour dire, ben, je vais intimider les autres, de sorte qu'ils ne s'opposent pas, parce que ben, sinon ils vont croiser l'unité la mieux armée, la mieux équipée, la mieux formée. Celui qui dit cela, c'est celui qui, je reprends la phrase qui est de Sassou Nguesso que je vous ai sortie il y a 2 minutes, le rat qui te range l'orteil est sous ton lit. Donc il se dit, c'est pas seulement l'opposition, c'est pas seulement, disons, les forces vives, mais il sait en tant que putiste, disons, chronique, disons, invétéré, et que ça peut également venir de cela, parce que quand vous prenez l'armée congolaise, 9 sur 10 des officiers supérieurs sont, disons, des gens, disons, qui sont proches sociologiquement. Donc, il se dit, ça peut venir, ça, il ne dit pas au hasard, parce qu'il regarde ce qui vient de se passer ailleurs. C'est-à-dire qu'il regarde, effectivement, disons, la Guinée-Conakry. Eh bien, c'est le rat qui a effectivement rongé l'orteil de M. Condé. Au Niger aussi, c'est pareil. Hein. Au Niger, c'est la même chose. Au Gabon, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Donc, il parle au rat. Il parle au rat. Et il lui dit, ben, j'ai le corps le mieux doté, le mieux muni, le mieux formé, je l'ai. Donc, c'est à ceux-là qu'il s'adresse. Donc, c'était effectivement un message qui avait plusieurs objectifs. Voilà. Mais l'objectif dont, effectivement, le point culminant, c'est uniquement le pouvoir. Vous avez là l'explication de tout. Sassou Nguesso a raté toutes ses promesses, tous ses slogans, parce que le seul objectif qu'il a eu en conquérant le pouvoir en 1987 dans les conditions que nous connaissons, c'était uniquement le pouvoir. C'est ce que moi j'appelle un despotisme noir. Je vous l'expliquerai pourquoi je vous dis cela. Nous sommes là dans le véritable despotisme noir parce que, Christian, quand vous regardez dans l'histoire effectivement universelle, ça pullule, disons, des régimes despotiques. Mais le despotisme de M. Sassou Nguesso n'a pas d'équivalent. C'est le despotisme noir, c'est-à-dire qui n'a rien de rationnel. Voilà. Qui n'a rien de rationnel. Monsieur Edem Kodjo, paix à son âme, qui était d'ailleurs proche de Sassou Nguesso, parlait, disons, d'un despotisme obscur, c'est-à-dire qui ne s'explique pas. Et que du point de vue de la raison, du point de vue du bon sens,
du point de vue de l'intelligence, vous ne pouvez pas comprendre. Et bien, effectivement, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est le pouvoir sur le pouvoir. Et le résultat est là. Sinon, on ne peut pas expliquer pourquoi, vraiment, ils pouvaient le faire. Mais ils aimaient dire, ben oui, la problématique essentielle. Ben non, la problématique essentielle pour Sassou Nguesso, c'est le pouvoir. Le reste, y compris les questions communautaires, pour ceux qui se trompent. S'il faut sacrifier sa communauté pour construire le pouvoir, M. Sassou Nguesso sacrifiera sa communauté. Donc le reste, quand il veut effectivement embrouiller les gens, c'est pour qu'effectivement les Congolais passent du temps, disons, à débattre, disons, de la question communautaire, c'est-à-dire qu'on appelle plus ouvertement la question tribale, mais ce n'est pas, disons, la préoccupation essentielle de M. Sassou Nguesso. Ça, c'est uniquement pour embrouiller les gens. Sa préoccupation essentielle, c'est le pouvoir. Et sur ça, il investit les trois quarts du budget du Congo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, professeur, on va passer à le deuxième volet de cette émission, mais nous avons une dernière question pour clore évidemment avec ce volet sur l'actualité congolaise. En mai 2016, vous signez donc une tribune sur Mediapart, en réponse bien sûr à Lucien Abambo, vous l'intitulez Congo, défi de Sassou Nguesso, en réponse à Lucien Pombou. En fait, vous répondez à certains de ces propos que je vais donc relire ici. Il disait « Monsieur Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, réélu le 20 mars dernier pour un mandat de 5 ans, veut faire du Congo une nouvelle vitrine de l'économie, de l'emploi et des politiques sociales après les infrastructures, faire de lance de la municipalisation pour désenclaver l'arrière-pays. Voici venu le temps de la nouvelle gouvernance institutionnelle et politique qui valorise l'économie, l'emploi et le social. » Nous sommes là en 2016. Quelles conséquences peut-on tirer de ce... Merci de me rappeler. C'est ce que vous appelez tout à l'heure l'élite congolaise, les intellectuels congolais. Merci de rappeler cela. Ça fait 9 ans aujourd'hui. Parce qu'effectivement, cette sortie et cette réplique, cette sortie de notre compatriote Lucien Pambou et ma réplique, en son temps, avait beaucoup fait parler d'elle dans cette séquence-là. Aujourd'hui d'ailleurs, avant de répondre, M. Pambou essaie de nuancer un peu son propos parce que quand je le suis sur une chaîne continentale, aujourd'hui, il apparaît comme étant effectivement un grand critique du régime. Il a fini par comprendre qu'il était en train de défendre l'indéfendable, comme on dirait. Christian. En 2016, Sassou Nguesso a 32 ans au pouvoir. Et ceux qui étaient informés savaient que non, nous sommes déjà au bord de la banqueroute. Tout le monde le savait. Monsieur, disons, le compatriote Lucien Pambou, professeur d'économie ou de sciences politiques, dit-il lui-même, c'est sa propre présentation, fait, disons, un discours, une analyse ou un écrit dithyrambique, disons, à l'endroit de M. Sassou Nguesso. Ce n'est pas moi qui le lis, c'est des compatriotes qui sont en zone parisienne qui le lisent, qui me disent, oui, voilà ce que vient d'écrire M. Lucien Pambou. Je lis cela, disons, j'ai vraiment le tourné tout de suite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur? Et donc, je prends l'écrit 2 heures après, je prends effectivement ce truc que je fais publier disons, à Mediapart. Et M. Pambou, je vais venir sur le fond après. M. Pambou, au lieu de me répondre sur le fond, la réponse dit, mais d'où vous parlez? Vous appartenez à quel parti? On avait besoin de savoir tout ça pour répondre. J'ai dit, M. Pambou, mais vous vous dites professeur. Vous ne répondez pas aux arguments, vous cherchez à savoir quelle est ma couleur politique. Eh bien, ma couleur politique s'appelle le Congo. Mon parti s'appelle le Congo. Répondez sur le fond. Répondez sur le fond. Au contraire de vous qui tournez autour de la famille présidentielle, parce que, pourquoi j'ai dit cela? Quelques mois auparavant, effectivement, M. Pambou, qui était à ce moment-là éditorialiste à Africa 24, quand effectivement l'affaire, disons, des biens mal acquis, disons, monte au crâne, c'est-à-dire donc effectivement, parce que juste là c'est dans les coulisses, mais cette fois-ci, ça devient une affaire très médiatisée, M. Pambou dit que non, c'est politique. Il explique à Africa 24 que c'est politique. Pourquoi, disons, ceux qui sont des pays du Golfe, on ne leur fait pas le même procès? Comme si les populations des pays du Golfe vivaient les mêmes problèmes que, disons, les Congolais.
Comme si quand effectivement on te prend la main dans le confiture, ben, tu dois dire non, 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 allez d'abord voir l'autre là-bas, je l'ai vu lui également disant le doigt dans la confiture, commencez par lui. Vous voyez, ça montrait qu'il y avait un problème. Mon compatriote Lucien Pambou ne répondait pas en tant qu'intellectuel. Il ne pouvait pas répondre parce qu'effectivement, il était, moi, dans ce que j'appelle effectivement, disons, des élites, disons, sans scrupules. Je lui avais dit. Et donc, aujourd'hui, c'est-à-dire donc 9 ans après, M. Pambou change de discours. Il n'est plus dans l'équipe qui défend Sassou Nguesso. C'est celui qui dénonce quand il y a des jeunes gens qui ne connaissent rien de l'histoire de leur pays, viennent là pour dire, un peu comme je l'ai suivi la dernière fois, un qui vient dire que non, on ne peut pas critiquer, disons, monsieur Makosso parce qu'il y a la corruption, parce que ce n'est pas à lui de se saisir, disons, de ceux qui demandent 2000, 3000 pour prendre un papier, tout. Ben voilà. Donc, les gens oublient premièrement que si effectivement on n'arrive pas à éradiquer la corruption, c'est parce que les grands corrupteurs sont ailleurs. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien automatique entre la grande corruption et la petite corruption. La petite corruption, c'est la dérivée de la grande corruption. Oui, c'est parce que effectivement, ceux qui sont, disons, à la tête, qui trichent en milliards, ne sont pas sanctionnés que ceux qui sont, disons, à des petits postes, se disent, mais si eux le font, pourquoi nous ne le ferons pas? Et ils savent également que ceux-là qui sont plus hauts ne peuvent pas les sanctionner parce qu'ils font la même chose. Oui. Donc c'est un peu ça. Bon, bref, on ne peut pas dire que non, 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 le gouvernement répond à la corruption au motif que non, il a mis sur pied des institutions chargées de sanctionner la corruption. C'est effectivement au niveau des mesures qu'ils prennent, c'est-à-dire de leur action qu'on apprécie si la corruption est effectivement frappée ou pas. Ce n'est pas le cas. Et celui qui donnait la meilleure réponse, c'est le prédécesseur de M. Makosso, c'est-à-dire M. Mwamba, voilà, M. Mwamba, qui explique lui-même que chaque fois que les fonctionnaires du Fonds monétaire arrivaient, ben, ils disaient oui, oui, vous avez pris effectivement des mesures, vous avez mis des institutions en place pour sanctionner la corruption. Mais vous en avez sanctionné combien? Et M. Mwamba lui-même, il dit, quand nous disons vous en avez sanctionné combien, on ne savait plus ce qu'il fallait dire. Donc, ceux qui défendent M. Makosso et le gouvernement congolais, à part du fait qu'ils ont pris des institutions de correction, disons la corruption, se disent que non. Mais c'est un peu comme si on disait que le Congo est un pays démocratique parce qu'il y a la Constitution. C'est un peu comme si on disait que le Congo est un pays démocratique parce qu'il y a des élections. Alors que donc, tous les dictateurs fonctionnent comme ça. Et M. Sassou Nguesso, c'est un expert. Si ça ne dépendait que de cet affichage, eh bien, on dirait que tout va bien au Congo. Je suis de ceux qui disent, disons notamment à certains de mes compatriotes qui sont juristes comme moi, je dis arrêtons. La vérité politique du Congo ne se trouve pas dans la Constitution congolaise. Ça ne se trouve pas dans vos écrits. Faisons comme certains le disent, vous me permettez l'expression, laissez, disons, cette masturbation, disons, juridique. Voilà, le régime congolais n'a rien de démocratique ni, disons, de constitutionnel. La réalité est ailleurs. Si vous décrivez la réalité politique congolaise à partir de la Constitution, vous êtes absolument, je dis bien absolument et totalement à côté de la plaque. Donc, c'est un peu ça. Façon de dire que. Moi, je vous posais cette question parce qu'évidemment, je l'ai suivi aussi. C'est juste un témoignage. J'ai suivi son intervention sur Télé-Sud où on lui posait des questions sur la haute trahison, l'acte de haute trahison de Denis Sassou Nguesso, pourquoi il n'est pas traduit devant la justice. Et il évoquait l'article 75, alors que lorsque j'ai fouillé cet article, ça n'existait pas. Et quand j'ai lu, finalement, c'est un article qui porte sur le remboursement de la caution que donnent en fait les candidats, c'est-à-dire qu'on vous atteignez 10% voilà, des suffrages, on peut vous rembourser voilà, votre argent. Alors, et là, je me suis posé une question. Est-ce que lorsqu'il parle du Congo, il a vraiment la connaissance de ce qui se passe, la réalité du Congo? Et nombreux sont comme ça, on parle du Congo parfois sans savoir réellement ce qui se passe au Congo. Peut-être, comme on l'a dit, des défenseurs du régime qui veulent plaire voilà, au gourou de la secte, comme qui dirait. Alors, professeur, on va donc, s'il n'y a plus rien à dire là-dessus, on va passer au deuxième volet, c'est l'actualité internationale là, qui est marquée par les tensions extrêmes entre Washington et Copenhague. Vous avez suivi les dernières négociations mercredi dernier qui ont abouti, voilà, il faut dire, qui sont terminées en queue de poisson. Et à quoi peut-on s'attendre désormais? Est-ce que vous pensez que finalement, tel qu'il a fait au Venezuela, Trump peut oser aussi annexer le Groenland par la force? Merci pour la question, Christian, mais je vais quand même conclure sur la question qu'on a abordée longuement.
Je vous en prie, oui. Puisqu'on a critiqué, je vais terminer par une seule phrase. Que ceux qui sont de bonne foi, qui sont d'opposition, qui savent pertinemment et au fond d'eux-mêmes qu'il n'y a pas d'élection au Congo, changent de discours. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit la dernière fois. Dire qu'il faut laisser Sassou Nguesso choisir effectivement, disons, ses candidats à la présidentielle, ce n'est pas, disons, une bonne solution. Que également, disons, faire la chaise vide, ce n'est pas une solution. Donc, M. Sassou Nguesso organise sa phase électorale et tous les signes, nous l'avons processé là pour dire que c'est une nouvelle phase électorale. Non seulement l'environnement politique africain le démontre que nous sommes revenus à la situation des 3 premières décennies, c'est-à-dire où uniquement on vient, disons, pour la forme, donner l'impression que non seulement, disons, la vérité politique en Afrique et principalement au Congo ne se trouve pas dans les textes, mais en plus, dans l'état où se trouve M. Sassou Nguesso, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il sait faire, c'est-à-dire uniquement de la tricherie. Tout le Mais tableau dans est le là. même temps, pardon, professeur, qu'est-ce qui peut expliquer que, puisqu'ils savent qu'ils veulent demeurer voilà, éternellement au pouvoir, pourquoi ne pas inscrire ça dans les constitutions pour éviter à la population tout ce qu'elle vit tout le temps, les drames de tout le temps, les conflits, les violences? Pourtant, on pouvait inscrire ça et puis laisser la population tranquille. Parce qu'ils aiment bien tricher, Christian, c'est pas compliqué. Hein? Personne ne chante mieux le discours démocratique que les autocrates, Christian. Voilà. Personne, quand je regarde, est-ce que vous avez vu un président français chaque fois dire je suis un pays démocratique? Mais le fait que les autocrates africains, M. Sassou Nguesso me le répète, ça veut dire que ce n'est pas des pays démocratiques. Donc vous avez là la raison pour laquelle, disons, au lendemain, disons, du dernier congrès, disons, du Parti congolais des tueurs, comme l'appellent, disons, certains Congolais, eh bien, tous sont répartis pour dire tout marche bien, ça soit réussi, ça soit. Mais un instant, s'il a réussi, ce n'est pas à vous de le dire. Ça se constate. Donc c'est ça, bon. La réponse, c'est celle-là. Il ne peut pas le dire parce qu'ils aiment bien tricher, ils aiment donner l'impression qu'ils sont comme ça. Mais donc, pourtant, il y a des je candidats disais, qui insistent, qui veulent y aller, qui insistent malgré voilà, les oui, réalités, malgré ce que tout le monde est en train de voir. Mais il y a des candidats qui se disent, ils vont y aller. voilà. Donc c'est à ceux-là que je parlais pour dire qu'ils ne sous-estiment pas l'intelligence des Congolais. Les Congolais ne sont pas des imbéciles. Ils savent à quoi eux ils jouent. Voilà. Ils savent que, ben, oui, ils n'ont absolument aucune chance parce qu'effectivement, il n'y a pas sur le fond d'élection. Toutes les conditions des précédentes phases électorales sont là. Donc, ils nous disent exactement qu'est-ce qui a changé pour qu'ils disent qu'ils peuvent avoir un peu plus de chance que Mokoko, que Kolela, qui aujourd'hui sont là où nous savons tous. Donc, il n'y a rien. Donc, qu'ils ne participent pas à la phase électorale pour se moquer des Congolais ou, disons, pour leur vendre, disons, des fausses illusions, qu'ils parlent clairement aux Congolais pour dire il n'y a pas de programme autre pour le Congo que le rétablissement de l'État pour sortir de la barbarie, pour sortir du régime sauvage que Sassou Nguesso a institué au Congo depuis 1997. Il n'y a que ça. Ça, tous les Congolais peuvent le comprendre. Que ce que nous voulons, c'est sortir de la barbarie, que sortir du régime sauvage que Sassou Nguesso a institué. Là, les Congolais comprennent. Mais quand ils viennent pour dire non pour l'eau, eh ben non, nous voulons, ben oui, sortir, disons, les prisonniers politiques. Dites-moi, Christian, mais vraiment, c'est imbécile. Qu'est-ce qui ne sait pas que si Sassou Nguesso n'est plus là, les prisonniers politiques n'existent pas? Les prisonniers politiques n'existent qu'avec Sassou Nguesso. Donc, on n'a pas besoin de dire que c'est dans le programme, voilà ce que je vais faire. Voyez. Donc, c'est ça. Pour terminer avec cette question, donc je dis, il faut dire aux Congolais, ce que nous voulons, c'est revenir à la civilisation, pour revenir à l'État, pour revenir au droit, pour revenir à l'humanité et en finir, ensevelir directement et automatiquement la barbarie et la sauvagerie que Sassou Nguesso a instaurée dans notre pays. Il n'y a que ça. Voilà. Et d'ailleurs, quand on disait le problème du Congo, c'est Sassou Nguesso. Et quand il partira, j'espère que le Congo va renaître sur, voilà, ses cendres. Si on prend les précautions qu'on n'a pas, disons, prises, disons, au lendemain de 91-92, il faut tirer les leçons de ça. Parce que nous avons ce problème-là en Afrique. Nous ne savons pas tirer les leçons des situations que nous vivons. Voilà. Nous ne savons pas tirer les leçons. Donc, cette fois-ci, il faudra tirer les leçons. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 2-3 mois après l'élection, effectivement, on tombe? Et aujourd'hui, nous avons des vérités. Puisque ceux qui ont participé au coup de Sassou Nguesso disent clairement que non, ben, ce n'était pas notre président, il fallait arrêter cela.
ils sont passés à l'exécution. Celui qui le dit de manière la plus éclatante, c'est monsieur, dès le lendemain du renversement du régime démocratique, celui qui se présente comme étant le général Giap, dans le Figaro du 21 octobre 1997, dit clairement que c'est dès 93 que Sassou Nguesso m'avait demandé de préparer la résistance. 96, c'est 3-4 mois après l'élection, disons, de Sassou Nguesso, de M. Lissouba. Donc ça, c'est dans le journal Le Figaro du 21 octobre 1997. Tout le monde peut le regarder. Mais aujourd'hui, il y a tellement de révélations qui n'ont... Donc, ça, il faudrait effectivement tirer le son. Voilà pour terminer avec cette question-là, disons donc, de la phase Voilà, donc électorale. passons cette fois-ci à l'actualité internationale avec bien sûr cette crise entre Washington et Copenhague. Je vous posais la question de savoir si Trump ira jusqu'au bout de son idée, c'est-à-dire annexer ce territoire par la force. Bon, regardons ceci. Bon, vous voyez que aujourd'hui encore, il y a moins d'une heure avant que nous ne commencions, je suivais les informations pour dire que, pour entendre que, ben oui, voilà, ils vont plutôt utiliser le chéquier qu'ils prévoient jusqu'à 700 milliards de dollars, effectivement, pour acheter le Groenland. Et un des commentateurs qui disait que à cette allure-là, il arrivera un moment où les Groenlandais finiront par céder parce que c'est tellement de moyens que. Je pense, moi, disons, cher Christian, que quand Trump parle de la force, c'est uniquement pour faire pression. Quand il parle, parce qu'il a dit, ce sera sans la force ou avec la force. Autrement dit, nous ne lâchons rien, nous y tenons. Mais qui ne peut pas utiliser la force pour une raison bien simple que tout le monde voit. Mais il a tenu le même langage avec Maduro au début. Oh, oui, mais c'était différent. Écoutez, moi, sur un réseau social, j'ai dit clairement, je vous le dis, mais c'était une semaine avant que Maduro ne soit capturé. Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'avec Maduro, nous allons vivre, disons, le syndrome Saddam Hussein. Voilà ce que je soutenais. C'est que le syndrome Saddam Hussein qui est en train de se préparer. Les gens m'ont dit, écoute, j'ai dit, c'est ce que nous allons vivre. Et puis, bon, voilà. 5 jours après, exactement, effectivement, Maduro est capturé. Dans le cas, disons, du Groenland, c'est différent. Pourquoi? Parce que nous sommes en Europe. Parce que, bon, même si, hier encore, bon, en disant, Trump lui m'a dit qu'il se fout en quelque sorte de l'OTAN. Ouais. Je rappelle qu'il y a 3-4 jours, il a retiré les États-Unis de 61 organisations internationales. C'est-à-dire qu'il bousille donc le droit international pour dire qu'il se fiche du droit international. Et il y a 3-4 jours également, il a dit, quand effectivement on lui oppose le droit international, il dit non, 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 moi je compte pas sur le droit international. Pour moi, l'argument, le seul outil que j'utilise, c'est le deal. Voyez. Donc, au-delà de la position habituelle des États-Unis, que l'on connaît tous pour dire que la force justifie tout, que ce qui compte, c'est d'atteindre son but et donc par les moyens, y compris effectivement la force, je pense quand même que c'est pas possible que, disons, Trump entreprenne cela, disons, par la force, pour la bonne et simple raison qu'il se heurterait à des pays qui, juste là, sont des pays membres de l'OTAN. Et je rappelle, même si effectivement, disons, Trump nargue l'OTAN, de temps en temps il revient un peu, mais après il relance, je rappelle quand même qu'ils sont liés par l'article 5. L'article 5, et les gens disent parfois, non, l'article 5 a été bien mis en pratique quand, quand les États-Unis ont été attaqués, disons, dans leur territoire, à la suite des événements du 11 septembre 2001. Donc, les autres pays de l'OTAN ont soutenu effectivement les États-Unis pour tenter de rattraper ceux qui avaient été à l'origine de cela. Donc, je pense que la principale limite, c'est celle-là, c'est le fait que le Groenland est en Europe et que ben, ce n'est pas un hasard que les pays européens, même si c'est de façon symbolique, ont envoyé, disons, des militaires, disons, dans le territoire. Pas pour se battre, mais pour dire que ben, nous sommes là et que si c'est par la voie de la force, effectivement, il faudra quand même éliminer quelques militaires européens. Et je ne suis pas sûr. Parce que si au niveau international... Pardon, professeur, nous savons que le patron phrase. Ou le maître de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Ça, on le sait, mais si on allait en poser les hypothèses extrêmes, bien entendu, parce que avec Trump, c'est quand même une personne, c'est quelqu'un d'imprévisible. Imaginons qu'il le fasse quand même. Vous pensez que les Européens vont s'opposer, vont affronter les États-Unis? L'obstacle majeur contre Trump, ce sont les forces vives, ce sont les institutions américaines.
Oui. C'est-à-dire qu'au niveau international, il peut se permettre des libertés, encore que, mais au niveau national, ben, il y a le Congrès. Je rappelle quand même, Christian, que nous sommes à quelques mois de ce qu'on appelle là-bas, disons, le mi-terme, Le c'est-à-dire que mi-terme, oui, oui, tout donc, à fait, les oui. élections du mandat. Voilà. Donc il y a Et ça. d'ailleurs, dernièrement, le Congrès lui a imposé des restrictions sur l'utilisation Tout à fait. voilà, de l'armée, de la force. Notamment, disons, dans certains États américains. Ils ont dit non, pas question. Voilà. Donc, je veux dire, le jeu de contrepoids continue à jouer. C'est-à-dire que quand nous écoutons à la radio, à la télévision, on dit, ben, il a décidé ceci, mais il décide, sauf que ça n'entre pas en pratique. Parce que localement, c'est-à-dire au niveau des États-Unis, le jeu de contrepoids est là. Donc, on ne lui donne pas le OK. Et puis, il y a autre chose que je veux dire. Prenons l'hypothèse où effectivement Trump était entré dans ce jeu-là. Je rappelle que ben, il lui reste 3 ans. Je rappelle que 3 ans, parce que le mandat américain est très court. Même si, là également, je rappelle, Trump ne cesse de temps en temps de répéter qu'il veut faire un 3e mandat. Il va faire comme les Moi-même, Africains, lui aussi, oui. j'ai publié un papier disant, tout juste contre lui, avant même disant qu'il ne prête serment avant qu'il ne soit investi. J'avais publié, disons, un billet intitulé La tentation autocratique. Trump ne se sent pas lié par les textes. Il dit qu'il est lié par la volonté divine. Oui. Donc, il dit au nom de ça, et quand on le suit de façon... Lui, il n'aime pas... D'ailleurs, il y a 2-3 jours également, quand on dit, mais quelle est la limite? Quand on lui prend la clé, il dit, la limite à ce que je fais, c'est ma volonté personnelle. Oui, oui, mais c'est là ça, la question, professeur. Comment comprendre ça? Est-ce que cela veut dire que un président américain est libre de décider sur tout ce qu'il veut, c'est ça? Comment interpréter la Constitution américaine à ce niveau-là? Parce qu'à côté, il y a des institutions qui sont très fortes d'ailleurs, ça on le sait. Mais curieusement, on a une présidence, et on est en train de l'observer avec Trump, qui peut décider tout ce qu'il veut. Au niveau international, principalement, il a plus de liberté. Mais au niveau national, ce n'est pas le cas. Les contrepoids jouent. Et tout ce que, disons, Trump a décidé ne passe pas. Je vous rappelle qu'il y a 2-3 mois, mais vous venez de le dire d'ailleurs, qu'il avait voulu effectivement mobiliser l'armée nationale, c'est-à-dire L'armée, donc voilà. voilà, donc pour effectivement, disons, intervenir dans certains États. Et bien là, effectivement, il a été, disons, repoussé Limité, par... voilà, on l'interroge. Voilà, donc ça montre que là, ça joue. Non, le président américain, c'est un président puissant au niveau international. Parce que dans la doctrine américaine, eh ben, en fait, s'ils ont accepté le jeu international à partir effectivement des Nations Unies, ils ne se sont jamais sentis liés. Je vous raconte l'anecdote. Je le raconte toujours, Christian, pour dire à quel point c'est dans la culture américaine. En 92, je suis à l'Académie de droit international à La Haye. Je suis avec une équipe donc d'enseignants français que parrainait, disons, disons, un doyen, donc effectivement, et là, on se retrouve là avec des jeunes enseignants qui avaient pratiquement tous mon âge, 92 ans, donc on était autour de la trentaine d'années. Et c'est quelque chose de frappant. Chaque fois quand on posait la question, disons, une question, disons, de droit international, les jeunes enseignants américains répondaient par la loi américaine. Une fois, 2 fois, 3 fois, ben, ils étaient là, mais vraiment très, très dynamiques. Hein, ben, ils répondaient et au bout d'un temps, on dit, mais un instant, mais ça, vous ne parlez pas, disons, des conventions internationales. Là, vous êtes en train de parler de la loi américaine. Et les jeunes Américains, quasi spontanément, tous disent, that is it. Ils disent, c'est ça. C'est ça. On dit, mais non, mais ça, c'est la loi américaine. Ils disent, oui, c'était 92 à aujourd'hui. C'est 33 ans avant l'arrivée de Trump. Enfin, du moins de Trump est maintenant, mais on peut déjà prendre, disons, en 2016 quand arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette lecture des relations internationales à partir de la loi américaine, ça fait partie de la culture américaine. Ça fait partie de la culture américaine. C'est-à-dire que pour eux, ce qui va à l'Amérique va pour le monde. Oui. Donc, c'est une culture qui est comme ça. Pour dire que, vu d'ailleurs, on peut se dire, mais c'est pas possible. Mais moi, je dis, je l'ai vécu. Ces jeunes Américains n'étaient pas idiots, ils étaient intelligents, mais ils étaient en train de dire à leurs collègues venus d'ailleurs que le droit international, c'est le droit américain. Oui. Là, c'est ce que dit Trump. Oui. Donc, c'est leur culture qui est comme ça et ils s'y retrouvent eux-mêmes. Maintenant, au niveau national, c'est autre chose et ça, Trump le sait. Trump sait que non, au niveau
international, il peut forcer un peu au niveau national, ça aura du mal à passer. Et que d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'ils rendent des comptes. Donc voilà ce que je peux dire. Les contrepoids existent au niveau des problématiques juridiques et politiques nationales et sont plutôt flexibles, limités quand il s'agit des relations internationales au nom de la culture américaine, au nom de l'intérêt américain qui effectivement ne connaît pas de limite dans les relations avec d'autres. Parce que pour eux, ce qui prime, c'est effectivement la supériorité, ou disons la superpuissance des États-Unis. Voilà ce que je peux dire à ce propos-là. Oui, donc nous avons aussi, tout le monde a suivi le 3 janvier dernier, comment le président vénézuélien a été enlevé, c'est le terme qu'il faut utiliser, et conduit donc aux États-Unis par les forces spéciales américaines. Aujourd'hui, il est en train donc de répondre devant le tribunal américain. Bon, le chef d'accusation, puisqu'il a été accusé de narcotrafic, apparemment est en train de tomber. Est-ce que à ce moment-là, on peut désormais se dire qu'on assiste, ou le monde est en train de regarder, disons, le futur de la crédibilité et, j'allais dire, de la justice américaine, mais aussi de son indépendance. Euh, Comment est-ce que vous entrevoyez la fin de ce procès, dont le chef d'accusation, je crois que c'était le principal, vient presque Oui, de c'est ça. tomber? Narcoterrorisme. J'explique ceci, Christian. Quand vous prenez, disons, d'abord du point de vue du geste lui-même, il faut bien retracer. Je vais venir au cas précis de Maduro. Rappelons que c'est presque une habitude chez les Américains. Il y a une séquence que connaissent tous les spécialistes des relations internationales, du droit international. En 1950, il s'appelle le docteur Mossadegh, qui est donc Premier ministre de l'Iran. Et le pétrole, disons, en Iran est exploité par des compagnies principalement anglaises et américaines. Et lui, quand effectivement il est élu, il procède à la nationalisation. Les Américains et les Anglais disent: ah non, non, nous ne voulons pas de cette affaire-là. Ils persistent. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1953, les services secrets américains et anglais le renversent et ils mettent à la tête un général. Intervention directe. Ils ne se sont pas cachés. 53. 61, nous savons ce qui se passe avec Cuba. Ils disent: nous ne voulons pas d'un régime communiste. Bon, ça a échoué, mais ils n'ont pas pris de gants pour faire intervenir effectivement leur armée pour soutenir effectivement les rebelles cubains pour renverser le régime. Ce n'est pas tout, Christian. Quand vous regardez, disons, 73, 11 septembre 1973, au Chili, l'armée américaine intervient, soutient, disons, le chef d'état-major chilien, Pinochet, pour renverser Salvador Allende. Ils abattent le président. Bon, certains disent qu'il s'est suicidé. Le fait est là, le régime communiste est renversé. 11 septembre 1973. Ce n'est pas tout. Décembre, disons, 1989, Bush père enlève un président au Panama. Ils le prennent exactement. Il va d'ailleurs mourir en prison. Le président panaméen. Et là, nous avons, là c'est 89. 2 ans après, c'est, disons, Saddam Hussein. Bon, pour Saddam Hussein en 91, on peut dire que c'est lui qui avait provoqué. Hein, c'est lui qui avait provoqué. Mais 2003, ils ne sont pas passés par 4 chemins. Bon, disons que Bush père a eu effectivement Noriega, 2 ans avant, c'est-à-dire en 89, au Panama, c'est-à-dire à procéder à l'enlèvement, il va mourir en prison. Bush fils arrive. Lui, il procède au renversement du régime de Saddam Hussein, 2003. Oui. Et puis, nous avons ce que nous sommes en train de vivre avec Maduro. Donc, pour dire que c'est une habitude chez les Américains, ça n'a rien de nouveau. C'est vraiment, je veux dire, frénétique chez eux. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser, là où je pense qu'il y a un problème, c'est quoi? Quand Bush, disons, junior, prend la décision que nous connaissons tous à propos de ce qui avait été à l'origine des événements du 11 septembre, disons, 2001, il ne les met pas en prison dans les prisons américaines. Vous voyez? Il les met ailleurs pour que le droit américain ne s'applique pas. Il les met ailleurs.
Et donc, la question que vous posez est pertinente et délicate en même temps parce que, puisqu'il l'a mis, disons, dans des prisons américaines, ce qui veut dire que les avocats, disons, qui sont très proches, les avocats américains, même d'ailleurs, vont venir et puis rappeler le droit américain sur lequel on ne badine pas. Donc, ce n'est pas évident, vous l'avez dit, ça semble se compliquer, mais ça va se compliquer. On ne pourra pas empêcher les médias américains, on ne pourra pas empêcher les juristes, les avocats américains, effectivement, d'utiliser toutes les subtilités du droit américain pour montrer que ce que, disons, Trump a utilisé ne tient pas debout. Donc, c'est là la difficulté. Et moi, personnellement, je ne mettrai pas ma main au feu pour dire que ce que, disons, Trump a voulu va se réaliser. Donc, c'est effectivement une question délicate. Ça veut dire qu'on peut s'attendre finalement que Maduro reparte au Venezuela. Ben, lui-même s'est dit, je Possible. suis président, disons, du Venezuela, j'ai été enlevé. Il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit. Voilà. Je ne peux pas parier pour l'une ou l'autre issue, mais je sais que ce sera très délicat pour Trump. Voilà. Il aurait pu le mettre ailleurs pour dire, bon, je demande peut-être, disons, à un État européen qui lui est proche, disons, de le retenir là-bas parce que, bon, voilà. Mais de l'avoir amené effectivement en territoire américain, où les Américains savent que ben, on peut se permettre des abus ailleurs, mais pas dans notre pays, parce que si on le permet, ça va nous retomber dessus. Mais quand même, ça c'est très bien ça pour les Américains. Hein? Oui, oui, c'est très Les délicat. Mais alors, mais si face les Africains à... avaient la même lecture pour se dire qu'on ne badine pas avec le droit parce que c'est ça qui nous protège, on serait protégé. Mais les Américains disent, les Américains, je ne parle pas du pouvoir américain, les Américains se disent on peut se permettre des abus ailleurs, mais pas dans notre propre territoire parce que si on l'autorise, ça va nous retomber dessus. Et c'est pour ça que généralement, ils sont très, disons, méticuleux quand il s'agit effectivement du droit américain. Voilà. Tout à fait. Mais face, donc, je disais, face à ce monde en mutation, hein, le monde multipolaire, quel pourrait être l'avenir de l'ordre international face à tout ce que nous sommes en train de vivre? Parce que nous ne sommes plus au vieux temps où les médias étaient voilà, acquis à ce système. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique où tout le monde est en train de voir, de suivre les événements en temps réel. Quel pourrait être l'avenir des relations internationales, mais aussi du droit international, puisqu'apparemment, de plus en plus, les gens n'y croient plus. Disons que le droit international, faut-il le relativiser. Prenons ordre international et puis ordre national. La différence entre les deux, c'est laquelle? L'ordre national est sauvegardé par une autorité puissante. Oui. C'est-à-dire que si vous violez le code de la famille, pardon, le code de la route, etc., il y a une sanction qui intervient et qui est exécutée. Ce n'est pas le cas dans l'ordre international. L'ordre international, il y a le droit, mais les institutions pour sanctionner et exécuter font défaut. Parce que c'est fondé sur un principe, je vous l'ai déjà dit, ou ceux qui nous suivent l'ont déjà écouté. Je dis, quand vous regardez le droit international, il y a les acteurs. C'est quoi? Les États et puis les organisations internationales, en gros. Mais ces États-là sont des États souverains, c'est dit par la Charte des Nations Unies. Les Nations Unies reposent sur le principe de l'égalité souveraine. Quand on dit souverain, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus. Autrement dit, quand effectivement on crée l'ONU, disons en 1945, on n'a pas mis au-dessus, mais c'était un choix volontaire. C'est-à-dire un État, c'est-à-dire ce qu'on appelle un super-État, chargé de sanctionner et d'exécuter. Donc voilà la différence entre le droit international, l'ordre international et le droit national. Voilà la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité chargée de sanctionner et d'exécuter. Bien entendu, vous me direz, mais il y a le Conseil de sécurité. C'est-à-dire le Conseil oui, c'est ce que j'allais dire, puisqu'il y a des missions qu'on envoie parfois. Tout à fait. Or, le Conseil de sécurité est miné par, effectivement, le droit de veto. La grande majorité des décisions du Conseil de sécurité est généralement neutralisée par les membres du Conseil de sécurité. Un Conseil de sécurité, qu'il faut le dire, cher Christian, et je n'ai pas besoin de te faire un dessin là-dessus, est déjà obsolète depuis très longtemps, puisque ce Conseil de sécurité est retenu à un moment où, par exemple, l'Afrique n'avait pas, disons, de personnalité internationale, les États africains. Oui. Donc, c'est quand même difficile à penser que, regardons, par exemple, la Chine n'était pas reconnue par les États-Unis, au moment où, effectivement, disons, il y a l'Organisation des Nations Unies. Mais, par le bon sens, ils se sont dit, on ne peut pas exclure, disons, tout le territoire asiatique. On ne peut pas exclure. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour que
effectivement, l'Asie ne puisse pas être hors de la communauté internationale. Ils ont quand même pris la Chine, alors que la Chine n'a pas été reconnue jusque-là par les États-Unis. Mais les États-Unis qui dominaient, effectivement, ont accepté. Oui. Mais quand on prend l'Afrique aujourd'hui, oui. Donc non seulement l'organe chargé, effectivement, éventuellement, de sanctionner et d'exécuter est obsolète, c'est-à-dire le fait que toute l'Afrique n'est pas représentée, même s'ils font partie des États non permanents, mais en plus, il y a le fait qu'il suffit qu'un des cinq fasse effectivement, disons, son blocus pour que ça ne passe pas. Donc, c'est là où je dis que, en tout cas, l'ordre, moi, ce que je constate, mais tout le monde peut le constater, c'est que de plus en plus, l'ordre international issu de 1945 est obsolète. Et ça se voit. Ça se voit. Et j'ai l'impression, j'écrivais quelque part que j'ai l'impression que Trump va précipiter cette réalité-là. De façon volontaire ou involontaire, il est en train de précipiter. Quand il ne cesse de répéter que je ne suis pas lié par le droit international, moi je suis lié par les deals. Quand il dit l'OTAN, je m'en fous. Quand il, voyez, donc, mine de rien là, il est en train de conformer la réalité avec son discours. Autrement dit, de casser un peu les hypocrisies qui existent à ce niveau-là. Bien malheureusement, et on risque même d'acter aussi la mort de l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation C'est ce que je viens de dire. des Nations Unies. Ce que je... Et là, ça sera la jungle alors. si ce n'était pas déjà le cas. C'est ce à quoi on assiste malheureusement. Merci. Voilà. Oui, professeur, vous avez quelque chose à ajouter? Je vous laisse une minute pour conclure en fait cette émission. Non, pas grand-chose. Non, pas grand-chose, puisque les affaires de la communauté internationale, c'est vraiment les affaires de la communauté internationale, si elle existe, il faut bien le dire, si elle existe, parce qu'effectivement, l'actualité ne semble pas effectivement nous aider à soutenir cette thèse. Donc, sur cette question qui est celle de tout le monde, je la laisse ouverte, mais je reviens sur la question congolaise, qui a été effectivement la question numéro 1 de cette interview, pour dire que je pense que l'élite probe, au-delà du cinéma qu'on va nous offrir là en mars, l'élite probe doit sculpter, doit se préparer, doit se dire qu'on ne peut pas compter comme ça, que Sassou Nguesso et les malfaiteurs qui sont avec lui ne s'arrêteront devant rien, qui sont sans scrupules, et ils le démontrent. La situation, la séquence, disons, d'il y a quelques jours démontre, ben, tout le monde sait que le Congo est au fond du trou, mais ces marchands d'illusions viennent nous dire que non, le Congo va de mieux en mieux bien et que ça ne peut pas tenir debout. Et puis, les pays étrangers viennent de nous aider pour dire que non, le Congo qui n'a que 6 millions d'habitants est en train d'enregistrer un nombre record de demandeurs d'asile et que c'est le sauve qui peut. Quand on en arrive là, la seule petite chance d'un pays, c'est l'élite. Et cette élite, ce n'est pas celle qui est avec M. Sassou Nguesso. Voilà. Ils nous ont démontré depuis très longtemps qu'ils sont sans scrupules, qu'ils sont capables de dire tout et son contraire. Et je reviens sur une expression que j'ai déjà utilisée, qui ne vient pas de moi, mais disons d'un sujet camerounais. Cette contre-élite, je ne cesse de le répéter, doit se préparer. Elle n'est pas obligée de se préparer comme ceux qui viennent pour dire qu'ils vont battre campagne. Mais il y a d'autres canaux, effectivement, pour se préparer et de dire que notre combat, c'est de faire revenir l'État, de faire revenir le droit, de faire revenir l'humanité et de chasser la barbarie personnalisée par M. Sassou Nguesso depuis 1997 dans notre pays. Et ça, je dis, je le répète, nous en avons les moyens. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci. Merci, comme disait quelqu'un, un des grands opposants, sinon le plus redoutable, c'est aussi la misère. Et la misère, elle est là au rendez-vous. Au Congo-Brazzaville, plus rien ne marche. Attendons voir ce qui va se passer en mars 2026. Mais je crois qu'il y a plusieurs inconnus et ça se fait sentir. Tout le monde est dans le qui-vive au Congo-Brazzaville. Nous souhaitons donc bonne chance aux Congolais que nous sommes. Espérons que les choses vont se passer très bien. Mais comme j'ai dit, mais attendons encore voir. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, cher Christian. La première invitation de l'année. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes donc diplômé des sciences po, enseignant-chercheur, juriste, politologue, consultant, constitutionnaliste. Ça a été un réel plaisir pour nous
Nous vous avons encore vu sur R7, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Restez donc branchés sur votre média libre et indépendant R7. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.